le rapport, la manière dont la majorité extériorise ce rapport au sacré est la consommation. C'est-à-dire, on passe par des subjectivités minoritaires, on n'est pas toujours minoritaire ou majoritaire, on passe, mais c'est-à-dire, c'est ça, il y a des minorités, une minorité, c'est une minorité en acte. S'il n'y a pas de minorité, pas en acte. Bien sûr, les gens vont devenir minoritaires, mais il faut le mettre en acte, sinon on n'est pas dedans. Du moment, bien sûr, surtout les enfants, les petits-enfants qui prennent comme modèle les choses qu'on leur donne, là, etc., genre Spice Girl, bien sûr, ils ont une part de sacré en eux, mais là, ils ne l'extériorisent pas du tout et ils font partie de la majorité à un point. On n'est pas là pour. Justement, d'ailleurs, j'ai mis une citation comme ça. La parole révolutionnaire n'est pas du tout là pour concilier. Au contraire, elle est là pour trancher quelque chose. Elle est là pour mettre du conflit là où il n'y en a pas. Elle est là aussi pour faire des camps. Ça ne peut pas sans une ligne de fracture, sans des. Il faut là où il y a de la conciliation. Tu comprends? Sinon, c'est pas la. Si tu dis aux gens, bah oui, vous consommez, de toute façon, vous avez toujours votre part de sacré, bien sûr, mais bien sûr, justement. C'est pour ça qu'on peut même affirmer les pires choses, parce que si tu n'es pas là, il faut absolument critiquer cela. Il faut. Tu comprends? Je crois aussi que ça serait aussi à partir de l'étude du créateur, de l'étude dans son coin, dans son bouquin et tout. Mais il y aurait autre chose, par exemple, quand il parlait de Benjamin, en fait, quand il parlait sur les compteurs, comme quelque chose qui s'est fait plus explicite, plus en communauté, les comptes. En fait. Donc, ça m'intéresse aussi de voir, en fait, si vraiment dans les contes, dans le fait de quelqu'un qui compte, qui raconte quelque chose à quelqu'un d'autre, comme quand on le disait avant, raconte une histoire à un petit groupe, comme ça, il y aura un partage plus en communauté, un partage qui est beaucoup plus grand, je pense, que dans la poésie. Pas beaucoup plus grand, mais en tout cas, beaucoup plus en communauté. Donc, je ne sais pas si là, par exemple, ça c'est intéressant de voir si là, il y aurait un sacré du conte, ou tout à fait le contraire. Si le conte serait justement une femme, à raison qu'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas la trace, il n'y a pas l'isolement non plus. Et ce qu'il raconte, ce qu'il entend. C'est comme un devoir. On se dévoile, même quand on raconte quelque chose, on se dévoile, on se découvre dans sa vérité. Donc je ne sais pas, si tu avais réfléchi à ça ou. Parce que c'est vrai, un peu, moi je pense comme toi que c'est un peu la création quand même un acte,
maintenant, aux États-Unis par exemple, il y a, je crois, des musées, des espaces d'art qui sont vraiment de manipulation. On manipule ce là. C'est pas une chambre où il y a des tableaux qu'on peut voir, mais qu'on peut créer, qu'on peut manipuler. En fait, bon, maintenant, ici, il s'agit aussi de mettre des œuvres d'art dans la vie. Mais je ne sais pas, la poésie, je ne sais pas si ça, de quelle façon ça disparaît. Par rapport à ça, c'est intéressant, par exemple, ce qu'il dit à Lambert dans un écrit qui s'appelle L'homme sans contenu, mais je ne sais pas comment on peut traduire ici. En fait, là, il utilise aussi Nietzsche pour critiquer le concept d'art sans intérêt. Et dit que l'art, paradoxalement, est le contraire, c'est vraiment intéressé, et c'est la plus intéressée à tout ce qui passe. C'est vraiment intéressé à toutes les choses. C'est pas son âme, mais c'est impliqué, si vous voulez, c'est dans la politique et dans la vie. Je pense aussi les contes, ils sont impliqués parce que, par exemple, il y a beaucoup de travail sur la mémoire au bord des gens. C'est une mémoire, toujours une mémoire des luttes, aussi des ouvriers. Par exemple, il y a beaucoup des acteurs de théâtre qui maintenant travaillent seulement sur ça et ils cherchent à reproduire les entretiens, les contes, les petites histoires des jeunes ouvriers dans les petites usines, pas comme nous, mais font un travail de mémoire qui se propose aussi, pas seulement dans une nation, mais dans tout le monde. Et donc, c'est un travail qui ne se perd pas et c'est aussi une tentative de maintenir une mémoire, de construire une mémoire. Ça implique vraiment un intérêt. Je n'ai pas très bien saisi ce dont il était question. Je suppose que c'est de poésie et révolution. C'était, oui, j'ai trouvé comment pourrait-on dire, d'une époque, enfin le mot, c'est maladroit cette expression, d'une époque, mais enfin disons d'une époque où l'association poésie et révolution ne faisait aucun doute que c'était une association de langage, de mots, qui ne faisait qu'en fait qu'exprimer ce qui, d'une façon évidente, pour tous ceux qui pouvaient pratiquer la révolution, s'imposait. Non pas que la poésie dû se faire propagandiste d'une révolution politique, mais parce que l'acte poétique ou l'écriture poétique était considérée en elle-même comme révolutionnaire. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, n'ayant pas de qualité pour définir des mouvements poétiques, puisque dans la poésie, cette pensée révolutionnaire a toujours été sous-jacente, elle a toujours couru, même dans des milieux fort extrêmement minoritaires. C'est peut-être le domaine où précisément la poésie c'est le plus imprégné de la littérature, je dire, ou de la parole, c'est le plus imprégné de cette idée de révolution. Maintenant, il ne faut pas peut-être voir d'une façon limitée dans ce domaine-là, parce qu'il faut porter son attention sur des poésies en dehors de la poésie française. Je pensais, bon, Pasolini, par exemple, a toujours pensé sa poésie, son écriture, l'écriture de Pasolini est un peu un cas d'ailleurs spécial, puisqu'il a écrit d'une façon continue, en quelque sorte, en poète. Il s'est toujours considéré comme poète, et sa poésie est une poésie d'un type un peu particulier, qui se réclame comme modèle de la poésie
vraiment révolutionnaire dans ce domaine-là, qui a été celle d'Allen Ginsberg aux États-Unis, par exemple, ou de William Burroughs, ou également d'Ezra Pound, qui sont des poètes contemporains ayant donné à la poésie une position qui a été pendant un certain temps, et même encore, une position de pointe par rapport à la prise de conscience du lecteur, d'une population assez large d'ailleurs, si on parle de Ginsberg par exemple, effectivement des actes qui se sont d'ailleurs retranscrits d'une certaine façon, pas tout à fait de la même façon, mais aussi dans le domaine poétique, et beaucoup plus populaire, qui touche des millions de personnes, par exemple, chez des chanteurs ou auteurs révolutionnaires, comme Boris Vian en France, comme Bob Dylan aux États-Unis. Et donc il y a quelque chose qui fait que le langage poétique est incontestablement porté par une charge révolutionnaire plus que tout autre sans doute, et a la possibilité de le faire par l'intermédiaire par exemple de la musique. Il est incontestable que là ce n'est pas un mot, un à peu près, ce n'est pas une analogie comme pour la littérature écrite qui, même s'il y a des écrits très révolutionnaires dans leur forme et dans leur contenu, ils ne peuvent toucher que peu de personnes, mais je crois que là, ces domaines du musical ou du poétique, lorsqu'ils entrent dans la très très grande diffusion, ont une activité que l'on peut appeler, sans aucune restriction, révolutionnaire, c'est-à-dire orientant, changeant les subjectivités, ce qu'on appelle les mentalités, les comportements. Donc il y a une action, il y a incontestablement une action très forte de la parole qui n'est pas non plus la même que celle dont parlait Hölderlin, effectivement, qu'il a aussi écrit pour une époque où à la fois les œuvres poétiques étaient davantage lues, mais où d'autre part les moyens de diffusion étaient moindres qu'à l'heure actuelle, donc où un poète révolutionnaire pouvait toucher moins de monde, mais peut-être d'une façon plus large. Je m'explique. Je veux dire que par exemple, je ne prends plus Hölderlin, je prends aussi en France des poètes comme des poètes qui étaient des poètes, alors eux explicitement engagés d'autre part dans des luttes qui étaient révolutionnaires politiques, ou tout au moins il y avait des orientations politiques plus ou moins révolutionnaires, comme Lamartine, comme Hugo, avaient à leur temps une popularité et une action sociale et politique extrêmement large jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est un peu dans cette lancée d'ailleurs que l'activité révolutionnaire du surréalisme doit être vue, c'est inscrit. Et il est incontestable que par des voies très diverses, on ne peut pas nier que le surréalisme, même faisant partie, étant l'apanage d'un groupe extrêmement restreint, n'a pas eu une action profondément révolutionnaire dans l'époque contemporaine. Ça a même été peut-être la révolution essentielle. Et donc c'est à travers là, cela peut-être qu'il faudrait voir la parole de Hölderlin, je dis, sans peut-être la laisser confiner, si
sic venia verbo, mais enfin, on comprend ce que je veux dire. Dans les interprétations de Blanchot ou dans les interprétations de Heidegger, qui sont effectivement lues par très peu de monde. Mais si on le voit à travers la révolution surréaliste, par exemple, il est incontestable que ça va beaucoup plus loin, que ça touche un très très grand domaine, et que si on le voit à travers la révolution, par exemple, on peut appeler révolution, même dans les mœurs californiennes, ou avec à travers les poèmes de Ginsberg, ou de Bob Dylan, bon, ça fait quelque chose qui touche une quantité de personnes considérables. Ou même en France, Brassens, dans le cadre de la poésie populaire, je pense que là, il faut avoir l'audace, malgré tout, d'élargir cette notion au-delà peut-être de la parole de Hölderlin, dans laquelle, qui lui donne son sens, on peut dire, qui l'enracine dans le fond même de la pensée révolutionnaire, mais qui a toujours peut-être le risque, et surtout pour nous qui lisons cela en France, de rester confinés dans des scénarios extrêmement minuscules qui sont à même de comprendre ce que signifie la poésie de Hölderlin. Que c'est incontestable. Donc il faut aller chercher des choses qui sont dont le sens est révolutionnaire, peut éclater davantage, précisément dans la mesure où il est à la fois, il touche le domaine minoritaire, mais à la fois il est majoritaire, c'est-à-dire que c'est une sorte d'universalité de la minorité, lorsque ça touche des acteurs qui sont porteurs, malgré tout, d'une charge émotive, ou Léo Ferré, par exemple, qui sont porteurs d'une charge émotive qui se popularise, qui devient large, qui est capable de révolutionner les consciences, les subjectivités, de porter quelque chose dans la fabrication d'un monde nouveau. Sur le problème de la diffusion, je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est qu'en fait, on se demande toujours qui c'est que ça touche. Mais les gens qui font vraiment de l'art, en général, ils en font pour eux, quoi. Pour cette partie d'eux-mêmes qui sont plus eux-mêmes et qui c'est le plus intime sera le plus collectif aussi. C'est important la diffusion, mais le problème c'est qu'il faut déjà la trouver, la parole sacrée, révolutionnaire. C'est pas en essayant de faire la diffusion tout de suite. Le problème par exemple pour Hölderlin, c'est que ça a été un effort, et puis bon, lui, il a compris ça vraiment comme destinée. Il ne pouvait pas faire une poésie plus simple. Le problème, c'est que chacun a en puissance de toucher le sacré, mais beaucoup de distance. Mais peuvent aller jusqu'à la parole de Hölderlin. Le problème, c'est que c'est pas parce que, par exemple, le rap, c'est très important, bon, mais est-ce que le rap peut réussir, et il se diffuse, mais est-ce que le rap peut réussir à produire la subjectivité qui va briser l'individualisme capitaliste dans les cités? Est-ce qu'il peut? Est-ce que simplement au niveau du travail qu'ils font, ils peuvent? Mais non, ils ne peuvent pas. Sauf une très infime minorité des chansons. Parce qu'en général, un groupe de rap fait quelques bonnes chansons qui sont vraiment souvent très intéressantes,
Et puis après, ils vont faire de la maille. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que Karl Marx, c'était quelqu'un de très bizarre, c'est qu'il a porté une parole vraiment révolutionnaire qui s'est diffusée énormément. Mais le problème, c'est que les paroles, c'est qu'il faut déjà la trouver, cette parole, avant de la diffuser, savoir comment elle va être diffusée, mais c'est pour ça que le problème du poète et de sa solitude, c'est qu'il peut pas, il faut qu'il prenne le risque de se couper complètement. Il faut qu'il le prenne, parce que sinon, il ne l'atteindra pas. On pourra diffuser, mais justement, on s'en fout. Moi, je crois sans doute que dans les chanteurs qui se sont beaucoup diffusés, comme les Bob Dylan, même les Beatles, les Doors, tout ça, Jimi Hendrix, il y avait quelque chose. C'est sûr que dans Jimi Hendrix, il y avait sans doute une part sacrée qui passait, mais c'est une chance plutôt. C'est que le poète n'est pas, d'une certaine manière, il ne peut rien à sa diffusion. Je t'écoute avec grand intérêt, mais tu as parfaitement raison. Et qu'effectivement, il faut, je crois qu'il faut peut-être maintenir les deux choses ou comprendre une chose. C'est ça. En l'enrichissant, la pénétrant de l'eau. Ce que je voulais dire, c'est que pour ne pas penser que lisant ces paroles de Hölderlin, on reste enfermé dans un tout petit cadre de gens qui sont capables d'en faire des échelles, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut songer à travers cela à d'autres formes qui, pour nous, nous illustre d'une façon grande la façon dont une parole poétique peut avoir un effet révolutionnaire. Mais ce n'est pas effectivement pour dire abandonnons ces paroles qui sont trop savantes de façon à passer de l'autre côté, ce qui serait une erreur. Je pense que ce n'est pas cela que l'on comprend, que je veux dire, et que ton explication est très justifiée. Mais je vais laisser la parole à une ou deux personnes, mais il faudra s'arrêter. La semaine prochaine, il faut venir, parce que le problème que pose ici Nicolas sera perpétué la semaine prochaine, étant donné que c'est également quelque chose qui est à la fois une attitude, une action, une œuvre écrite de caractère révolutionnaire, mais dans un sens d'ailleurs encore plus peut-être confidentielle, qui est celle de Augiéras, de François Augiéras, connu de peu de monde, et qui est un auteur très important, mort à l'heure actuelle, qui a vécu à peu près dans les années 40 et jusqu'à 60, après l'année 70, quand c'est ce qu'il est mort, et qui a écrit une œuvre très intéressante dont il nous fera une présentation. Je t'écoute. Alors venez, je le rappellerai d'ailleurs sur le programme. Et oui, il faudrait que la dernière, il n'y a que Nicolas qui répondra, donc moi je me ferme les oreilles sans vas-y. Juste pour reprendre ce concept d'art, de philosophie et du sacré, c'est-à-dire comment dans le temps où Dieu est mort, où il n'y a plus une sacralisation avec des rituels, la parole, l'esthétique, c'est pas que moi je le vois plutôt de côté des arts. Moi je le vois avec les médias, avec tout ce pouvoir de consommation dans la publicité qui donne assez de force. Je le vois avec les médias, les appareils technologiques comme la vidéo, le cinéma, en agissant dans les consciences, c'est-à-dire l'art comme une expression esthétique qui puisse nous rapprocher du sacré par
cette partie transcendante de la vie, c'est-à-dire le sacré et cette transcendance qui vient dans notre immanence pour nous rattraper, pour nous faire exercer quelque chose, une partie de notre existence vitale. C'est pour cela que le philosophe ne peut pas s'éloigner des arts. Ce qui perd la puissance philosophique en soi, c'est justement la conceptualisation, et ça c'est ma critique à la modernité, d'une conceptualisation à un savoir assez strict pour la connaissance, qui a tout à fait oublié ce sens de la vertu grecque, que c'était justement une connaissance qui atteignait et qui faisait une quête et qui menait une quête de la vertu par l'esthétique et par sa façon de vivre. Alors, moi, je trouve que ce pouvoir de la parole, c'est encore vital si c'est à côté d'un sens vraiment philosophique, comme c'est la théorie qui puisse construire des nouvelles bases, mais qui porte en soi l'esthétique comme une façon transcendante de garder justement une sacralisation, une puissance de la vie et de l'être, pour nous mettre en marche à devenir, et puis être en face des dieux, et pour devenir à cet état de pouvoir leur répondre. C'est la vitalité de ce qui peut faire la parole philosophique à côté des arts. Et cette sacralisation de la vie qui nous fait encore penser à une révolution. Je trouve important d'avoir rappelé enfin dans tes citations ces phrases d'Artaud qui sont très intéressantes, tout à fait à la fin de Théâtre et Chandoux, sur le sacré, l'état poétique, un état transcendant. Non, le maniement de ce mot de transcendant, on le sait, est un peu délicat. Là, acceptons sur cette expression chez Artaud, bien que ça ne signifie pas le mot de transcendant ne signifie pas ce qu'on peut appeler une réalité transcendante en général, en disant ça vise un Dieu, une divinité, une existence extérieure. Cette transcendance est effectivement, comme l'a rappelé Claudia, immanente, c'est-à-dire qu'elle se constitue dans la vie elle-même, elle est une intensification de la vie vers le sacré. C'est ça, en fait, ce que Artaud entend signifier. Bon, eh bien, on s'arrête. Oui, vas-y. Dernier, juste un paragraphe pour finir. Nous avons donc deux vies, et la seconde est sans droit, mais non pas sans décision. La communication, telle qu'elle se dévoile dans les rapports humains privés et se retire dans les œuvres que nous appelons encore œuvres d'art, ne nous indique peut-être pas l'horizon d'un monde dégagé des rapports trompeurs, on nous aide à récuser l'instance qui fonde ces rapports, nous forçant à gagner une position où il serait possible de n'avoir pas de part aux valeurs. Dionys Maskolo dit que l'écrivain doit vivre à la fois dans le monde commun des besoins et dans le monde intime des valeurs et des fins. Mais peut-être sur ce point faut-il aller plus loin que lui dans le sens de ses propositions. L'œuvre poétique, l'œuvre artistique, si elle nous parle de quelque chose, nous parle de ce qui est à l'écart de toute valeur, nous repousse toute évaluation, dit l'exigence du recommencement, qui se perd et s'obscurcit dès qu'elle se satisfait en valeur. Nietzsche voulait transmuer toutes les valeurs, mais cette transvaluation, du moins dans la partie la plus visible, trop connue de ses écrits, semblait laisser intacte la notion de valeur. C'est sans doute la tâche de notre temps de s'avancer vers une information toute autre. Tâche difficile, essentiellement risquée. C'est à cette tâche que le communisme nous rappelle avec une rigueur à laquelle il se dérobe souvent lui-même, et c'est à cette tâche aussi que nous rappelle, dans la région qui lui serait propre,
l'expérience artistique. Coïncidence remarquable. Merci, mon cher Nicolas. Alors, je vous renvoie à la semaine prochaine. Et ce n'est pas toi, c'est un piano, hein? Tu m'as envoyé quelque chose, toi? Oui, je l'ai envoyé par... Non, arrête. allez. Commence par... L'idée c'est... Attends, quand même, si t'es pas dans les archives de Lionel, ça craint. Hein.